Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance avec notre conférencier. On va d'abord en première séance parler du pré-audit et puis une deuxième séance vous sera proposée sur les compositions de l'équipe d'audit. Alors pour commencer avec la première séance, je vous introduire monsieur Michel Beauchamp. Il est titulaire d'une maîtrise en environnement. Il est également vérificateur environnemental agréé et évaluateur environnemental de sites agréés. Depuis 1992, la société d'expertise Envirotest qu'il préside a effectué plus de 6000 prestations de services. Il a été responsable du système ISO 14001 de son entreprise qui a été accrédité en mars 1998 jusqu'à 2002 par le BNQ et UL. Donc ça, c'était une première au Canada pour le secteur des entreprises, des services en environnement. Il est également chargé de cours en SGE pour l'université de Sherbrooke depuis 1996 et il a terminé il y a quelques années. Il est auteur d'un ouvrage en 2004 dédié au domaine des systèmes de gestion environnementaux. Il est également spécialiste en sciences immobilières et il a accumulé des titres de FRI, CRF et CRA. Je vous ai bien présenté, M. Beauchamp? Disons que c'est un peu trop, mais c'est bien. Donc là, vous allez nous aider à démystifier le pré-audit et ses activités. Alors, je vais y aller par quelques questions, puis on va voir comment ça va évoluer. Donc, quels sont les différents types d'audit système que vous pourriez nous présenter? Je pense qu'il existe trois types. C'est tous les mêmes types d'audits, sauf qu'ils sont à trois niveaux différents. Il y a l'audit de tierce partie, qui est pour la certification. OK. L'audit de deuxième partie, qui est normalement les sous-traitants et fournisseurs qui veulent, eux, aller visualiser la performance d'un système de management environnemental. Et il y a aussi l'audit de première partie, qui, elle, est l'audit interne. Cet audit de première partie, elle est liée à ISO 14001, au fait de pouvoir établir un programme d'audit dans son système et d'avoir régulièrement des audits à l'intérieur. Donc, pour démystifier les types d'audits, est-ce qu'il est interne? Est-ce qu'il est fait par une seconde partie, c'est-à-dire quelqu'un qui est intéressé à visualiser par lui-même au niveau commercial si le système est en place, et l'audit de tierce partie, qui sont pour les certificateurs, dans le fond, le remplacement de l'audit de seconde partie, parce que l'audit de tierce partie, c'est quelqu'un qui vient témoigner pour les sous-traitants et fournisseurs et pour les parties intéressées que le système est en place. Ouais, merci beaucoup. Et alors, par rapport au pré-audit en tant que tel, est-ce que vous pourriez résumer qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste exactement? On n'improvise pas un audit. Ce n'est pas une vérification, ce n'est pas une évaluation telle qu'on peut le penser. Un audit, ça fait partie d'un processus systématique qui est récurrent. Et il s'attache à un programme d'audit. Donc, la partie pré-audit, elle est attachée dans un programme d'audit qui est développé par un gestionnaire qui est en charge du programme d'audit. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à fournir les ressources humaines, les ressources financières, la logistique, et aussi établir avec le client la base sur laquelle l'audit va se réaliser. Le pré-audit est une importance capitale. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est étudier la problématique du système de management spécifique à une activité donnée, d'en connaître les tenants et aboutissants et les impacts de cette activité. Et en plus, le pré-audit, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'établir la faisabilité de l'audit. OK. C'est-à-dire que l'auditeur qui va prendre en charge un programme d'audit, il sera soit un chef auditeur ou un auditeur, mais disons, prenons le chef auditeur qui va discuter avec le gestionnaire d'audit. Ils vont établir dans l'activité pré-audit, est-ce qu'il y a une faisabilité de l'audit? Est-ce qu'elle est faisable, cet audit? Et pour y arriver, je pense que la norme ISO 19011, elle est très prévoyante pour permettre de donner ces trois outils-là. Donc, je répète, est-ce qu'il y a des ressources financières, humaines et technologiques suffisantes pour être en mesure de mener à terme l'audit? Puis ça, vous le voyez dans le programme.
Est-ce que c'est aussi à l'intérieur du plan d'audit que vous trouvez ces éléments-là, ou ça se situe en amont ou en aval du plan d'audit, le pré-audit? Le pré-audit, à partir du moment où il y a une nécessité d'audit, on doit à ce moment-là consulter le programme d'audit. OK. Le programme d'audit, techniquement, devrait prendre en compte l'activité pré-audit. Elle devrait déterminer à l'intérieur de ça comment s'opère le pré-audit. Quelles sont les responsabilités entre le gestionnaire du programme et le chef auditeur. La première chose à faire dans un programme de pré-audit, c'est de pouvoir nommer un chef auditeur au dossier. Et pour nommer un chef auditeur au dossier, déjà, il doit y avoir une procédure qui va établir que ce chef auditeur-là va avoir la connaissance des impacts sur lesquels il va aller auditer, et en plus, qu'il a aussi l'expérience pour pouvoir être en mesure de diriger les auditeurs, mais pas juste diriger les auditeurs. Il faut qu'il soit capable aussi de gérer l'ensemble de la situation d'audit. C'est un peu le chef auditeur comme le capitaine qui va prendre en charge un itinéraire dans lequel on dit toujours que le capitaine est le dernier à débarquer du bateau suite à son itinéraire. Bon, le programme pré-audit, première étape, ça va être de nommer ce fameux chef auditeur. OK. Justement, ça m'amène peut-être à la question suivante sur les qualités, selon vous, qui permettent de réaliser avec succès le pré-audit. Bon, je pense que le gestionnaire d'audit au niveau du programme doit avoir bien développé son programme d'audit. Donc, il doit avoir le sens de la gestion environnementale pour être en mesure d'avoir établi un bon programme d'audit qui est assez documenté pour être en mesure de vivre par lui-même, c'est-à-dire vivre sans le gestionnaire. Dans un deuxième temps, à l'intérieur de ça, le chef auditeur à l'intérieur de ça, qui va réaliser l'audit à l'intérieur de ça, il faut que lui ait l'expérience d'audit dans le vécu. C'est beau la théorie, c'est beau 1911. C'est beau de pouvoir dire, oui, il y a un contact avec mon gestionnaire d'audit. Oui, il va avoir un contact avec l'audité. Oui, il va avoir un contact avec mes auditeurs. Mais pour ça, je pense qu'ISO 19011 encore a bien prévu comment fonctionner. C'est-à-dire que autant le chef auditeur doit avoir développé des talents dans l'expérience de l'audit. Je pense que cet audit, en tant que responsable, supervisé par un chef auditeur aguerri, je pense que c'est un minimum. Pour pouvoir lui donner des situations d'audit dans lesquelles il va se développer des réflexes. Par la suite, il va y avoir ce qu'on appelle le choix des auditeurs. Et le chef auditeur, normalement, va choisir ses auditeurs. Et le choix des auditeurs, à l'intérieur de ça, ça devient important. Ils doivent être complémentaires, ces auditeurs-là. Chacun a ses forces, chacun a ses connaissances. Le domaine de l'environnement, ça touche beaucoup de différents types de spécialistes. Donc, dépendant du cas qu'on va avoir devant soi, le choix de l'équipe d'auditeurs, elle est très importante parce qu'elle doit être complémentaire les uns les autres. Il faut que le chef auditeur puisse s'assurer que quand il va se lancer dans la réalisation de l'audit, qui va normalement se passer jusqu'à l'étape d'avoir envoyé sa lettre de disponibilité des auditeurs et son calendrier d'audit, pour se rendre jusque-là, vraiment, il faut que l'équipe soit cohésive, parce que dans les faits, c'est comme un orchestre. Un orchestre dans lequel il va y avoir plusieurs éléments normatifs. Chacun doit être capable de suivre à l'intérieur de ça les mêmes concepts de constat, d'uniformisation, on pourrait dire de la non-conformité, comment on va la libeller ou la trouver, mais aussi comment on va établir nos constats de conformité. Je pense qu'on doit être tous sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Et pour ça, ça devient super important parce que il n'y a pas de végétariat dans l'audit. Le chef auditeur a des responsabilités qui vont être de relation avec
le gestionnaire et avec l'audité. Les auditeurs, eux, vont avoir une tâche à faire aussi importante de pouvoir être en mesure de trouver des traces de conformité et en absence de traces de conformité, établir éventuellement en équipe des constats éventuellement de non-conformité. Tout à fait. J'imagine qu'on va l'aborder plus en détail dans la deuxième section au niveau des compétences. Mais il n'y en a pas de végétariat à l'intérieur de l'audit. Chacun doit y mettre l'ensemble de ses connaissances à profit pour être en mesure de bien servir l'audit. Et en pensant que ça va éventuellement être une valeur ajoutée, soit à l'interne, soit pour consolider un élément commercial au niveau de l'audit de seconde partie, au niveau des sous-traitants, ou de pouvoir s'afficher publiquement en termes de certification. Non, je comprends. En quoi le pré-audit est déterminant pour la suite des activités de la conduite d'un audit? Autrement dit, on ne ferait pas de pré-audit, quelles conséquences ça aurait sur un audit? Mais le pré-audit, dans les faits, c'est que elle est une simulation de l'audit. C'est-à-dire que dans le pré-audit, on va obtenir de l'audité l'ensemble de la documentation pertinente sur son système. Il n'y a rien d'improvisé lorsqu'on va se lancer dans l'audit. Comme il n'y a rien d'improvisé quand on va se lancer dans la réunion d'ouverture de l'audit, le pré-audit établit l'ensemble des connaissances sur l'audité, l'ensemble des connaissances sur son système documentaire, l'ensemble des connaissances sur ses impacts, l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui travaille juste 8 heures par jour, 5 jours par semaine dans une entreprise qui est sur un site particulier, où elle travaille sur 2 chiffres, où elle travaille dans des bâtiments séparés? Quelle est sa structure organisationnelle pour être en mesure d'éventuellement de fixer des rendez-vous? Quelles sont les responsabilités à l'interne au niveau des gens qui ont des responsabilités reliées soit au système, soit aux impacts? Donc, tout ça se fait dans un échange en premier documentaire avec l'audité. Il peut même y avoir une première visite pour être en mesure de se faire une idée sur l'envergure de la tâche. Et il va y avoir un échange sur des éléments système. Souvent, on va revoir le système avant même de pouvoir se rendre chez l'audité. On va essayer d'en savoir autant que lui sur son système que ses impacts. Pour que lorsqu'on va aller en audit, à l'intérieur de ça, il n'y a rien de non planifié et d'imprévu. Tout à fait, je comprends. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez une expérience particulière où le pré-audit a joué un rôle décisif? Mais il existe, pour chaque entreprise, c'est un défi. On ne peut pas dire qu'approcher le pré-audit est un élément qui va avoir une forme qui va être unique. Il y a une différence marquée vraiment de façon importante. Les audits, souvent les plus complexes, c'est lorsqu'on va regrouper à l'intérieur de ça plusieurs sites qui vont établir un cycle de production. Et ce cycle de production-là étant séparé géographiquement, en plus avec des structures internes qui sont différentes, ben, ça va nous amener à réfléchir sur un plan d'audit qui va éventuellement être sur 24 heures et 7 jours semaine. Oui, je comprends. Donc, si vous me demandez quelle est la difficulté à l'intérieur de ça qu'on peut avoir à bâtir un programme d'audit, ben, prenez à l'intérieur de ça une audit de certification dans lequel il va y avoir plusieurs sites différents qui vont travailler à des heures différentes, ils vont travailler des processus différents. Donc, je ne voudrais pas nommer de nom parce que, mais déjà, vous pouvez vous faire beaucoup d'idées sur des entreprises qui ont 30 000 personnes. Oui, tout à fait. Des entreprises qui ont 12 000 personnes. Ouais. Des entreprises qui ont 1500 personnes. Et là, à l'intérieur de ce type d'audit-là, ben, je peux vous donner aussi qu'il y a un élément dans la norme ISO 14001 qui demande une certaine réflexion.
Lorsqu'on demande d'établir la conformité réglementaire au niveau de la gestion, il y a deux types de façons de faire. Il y a une, c'est soit à l'intérieur de ça d'établir la gestion en fonction des lois et règlements applicables au pays, ou soit des normes applicables aux lois les plus sévères des pays dans lesquels vous transigez commercialement. Ouais. Donc, si vous me demandez à l'intérieur de ça, quelle est la plus grande complexité, c'est une entreprise qui a un cycle de production dans plus d'un pays, qui a plus d'une entreprise qui n'a pas le même langage à l'intérieur de ça et qui font des choses à l'intérieur de ça, tous harmonisés maintenant avec des systèmes manufacturiers informatisés. Donc, plus l'entreprise va être d'une grande complexité, plus le préaudit va être essentiel et crucial. Imaginez improviser un audit à l'intérieur de plusieurs pays, cultures différentes, avec sites différents et processus différents, sans avoir revu l'ensemble et d'être bien préparé. Ouais. Vous ne ferez pas un audit à ce moment-là. Ce que vous allez faire, vous allez peut-être faire un petit bout de vérification. Vous allez peut-être faire un petit bout d'évaluation. Ouais. Mais dans les faits, est-ce que vous serez capable de tout mettre les morceaux ensemble sans pré-audit? Et le danger, c'est que vous risquez de manquer des aspects importants ou significatifs que vous n'aurez pas couverts, j'imagine. Ben oui, mais revenez toujours aux trois éléments. Est-ce que j'ai la faisabilité de l'audit? Est-ce que j'ai les ressources pour pouvoir faire l'audit? Puis est-ce que j'ai les connaissances pour faire l'audit? À partir du moment où vous avez une entreprise qui a un grand système de management, juste établir le coût des honoraires dans le pré-audit, puis vous entendre avec le client sur la faisabilité financière, combien allez-vous établir le coût de l'ensemble budgétaire de l'audit et même du pré-audit? Ben, ça se passe au pré-audit, ça, avec le gestionnaire de l'audit, puis avec le chef auditeur, puis avec l'audité. Monsieur Vauchamp, je crois que le pré-audit a pris naissance en finance, avant de s'en aller dans l'environnement. Selon vous, quelle est l'évolution du pré-audit au fil des années, donc qui a migré des finances vers d'autres domaines jusqu'à nous rejoindre ici en environnement? Je pense par exemple, vous savez, aux métadonnées. L'importation de données, maintenant, c'est plus vraiment un problème de récupérer des données et de faire un audit à distance, un pré-audit. Mais peut-être le défi est plus dans le tri de ces informations-là. Est-ce que vous pourriez nous en donner un peu plus sur votre impression sur l'évolution donc du pré-audit? N'oubliez pas qu'avant qu'existe 19011, qui était pour établir l'audit environnemental, il y avait 3 normes. Okay. ISO 14010, ISO 14011 et ISO 14012. ISO 14010 était pour le pré-audit, 14011 était pour l'audit et 14012 était pour la qualification des auditeurs. Et les premiers auditeurs, leur Bible était ces 3 normes. Et ils n'auditaient que l'environnement. Et ils prenaient ISO 14010 comme élément de base pour établir leur pré-audit et leur qualification d'expérience. Donc, dans les années 95, ce n'était que des audits environnementaux. Après 95, il y a eu ce qu'on appelle la globalisation des marchés et il y a eu des réformes à tous les 4, 5, 6 ans de normes d'hygiène du milieu, de qualité, de sûreté des données financières. Et on a commencé à faire des audits qu'on appelle mixtes. OK. Donc, on a les 3 auditeurs qui pourraient représenter, un, le système qualité, un, l'hygiène industrielle, l'autre, les finances. Pour être en mesure d'aménuiser les coûts, on commençait à faire des audits en commun. OK, je comprends. Et comme ils avaient à faire venir de la documentation, bien, chacun établissait à l'intérieur de ça sa liste de documentaires qu'il voulait recevoir. Et ça on recevait un ensemble d'informations qui à la fois servaient aux finances, à la qualité, et il fallait à l'intérieur de ça ségréguer l'ensemble pour que le chef auditeur puisse établir est-ce que j'ai assez d'informations dans chacun des secteurs pour être en mesure de commencer l'audit. Ah, je comprends. Et c'est là que l'Association canadienne elle a créé un titre à ce moment-là. Elle a créé chef auditeur agréé
pour être en mesure de chapeauter à la fois un auditeur environnemental, un auditeur qualité, un auditeur éventuellement sur la sûreté des données, un autre en hygiène industrielle. Les trois ayant les mêmes étapes. L'étape pré-audit, l'étape audit et l'étape post-audit. Chacun des auditeurs à l'intérieur de ça a un rôle différent, mais ça reste toujours dans le pré-audit. Est-ce que chacun, mis ensemble, a la capacité au niveau de mener à terme l'audit en fonction de la logistique, en niveau des responsabilités au niveau financier. Le tri de l'information, il devient super important. Pourquoi? Parce qu'on ne se lance pas dans un audit à partir du moment où on ne pense pas que le système a été développé et mis en œuvre. Donc, dans la question que vous me posez, si je reçois un ensemble de métadonnées dans lequel je n'ai pas on pourrait dire de liste de références pour être en mesure de faire un tri fait par le client, comment puis-je établir que le système a été développé et mis en place? Tout à fait. Peu importe les données que vous recevez, il faut qu'avant la fin du pré-audit, vous ayez la conviction que le système a été implanté et mis en œuvre. Donc, se faire envahir par une montagne de données, ce n'est pas la responsabilité du chef auditeur ou du gestionnaire d'audit de démêler tout ça. Il est du client de pouvoir dire je veux un service d'audit parce que j'ai implanté et j'ai mis en œuvre et voici le pourquoi. Et il doit être capable de le justifier. Ce n'est pas à l'auditeur à chercher l'ensemble des données pour le justifier. Excellent. Merci beaucoup. Merci pour cette source d'information que vous êtes, cette mine d'informations. Puis ceci termine notre première session. Et donc nous allons nous revoir avec la deuxième session sur la composition de l'équipe d'audit où vous allez pouvoir détailler un peu plus cet aspect-là. Merci beaucoup, Monsieur Beauchamp.